Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans les chansons de ma vie sur Radio J, un artiste, auteur, compositeur, interprète, comédien, qui depuis plus de 50 ans a mis du blues, du swing et du groove dans la bande originale de nos vies. Les héroïnes de ses chansons, Super Nana, Guigui ou Lucie, ont tourné avec bonheur sur les platines de notre adolescence. Ces vacances au bord de la mer ont à jamais le même goût de glace à l'eau que les nôtres, et l'on a tous été dans un palais des sports de Paris ou en province, unis vers l'uni, un soir à la fin de l'un de ses concerts. C'est monsieur Michel Jonas que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui au micro de Radio J. Bonjour Michel, comment allez-vous ? Comment ça va ? Moi ça va très bien, merci beaucoup, très heureux d'être là. Mais écoutez, on est vraiment nous aussi ravis de vous accueillir. Donc Michel, vous êtes actuellement en pleine tournée ? Oui, je suis en pleine tournée avec 2 spectacles en parallèle, c'est-à-dire le piano-voix avec Jean-Yves D'Angelo, et ça fait maintenant 8 ans qu'on fait ce piano-voix. Alors évidemment, on change de répertoire de temps en temps quand même, on appelle ça des saisons. Donc on en est à la saison 4, et il y a le plus gros spectacle qui s'appelle Groove, avec Manu Katché à la batterie, Jean-Yves D'Angelo au piano, Jérôme Regard à la basse et Hervé Brault à la guitare, et bien sûr 3 cuivres aussi, Michel Gaucher, Pierre D'Angelo et Éric Mulat. C'est pas les pires, hein. Non, c'est des bons. Pour les gens qui connaissent un peu, c'est juste le gratin et des musiciens français. Je suis fier de ça parce que oui, voilà, c'est vrai que c'est très important pour moi d'avoir des. Mais c'est pas simplement, vous savez, des bons musiciens. Je crois qu'il y en a beaucoup. Oui. Mais simplement, d'abord, il faut ceux-là comprennent vraiment bien ma musique. Et puis en plus, on est des amis. Il y a ce lien subtil qui est irremplaçable quand on est sur scène ensemble. Ça, c'est très important. Justement, dans ma rapide présentation, je parlais de Palais des Sports. Je parlais de ce spectacle qui nous a tous marqués, Univers l'Uni, 1985. Le Palais des Sports de Paris, c'est une salle fétiche dans laquelle vous allez retourner 4 et 5 décembre prochain. Oui, oui, c'est vrai. Et ça a marqué un début d'une période importante, en 85, Univers l'Uni, effectivement. Et il y avait déjà Jean-Yves D'Angelo, il y avait déjà Michel Gaucher, il y avait déjà Manu Katché. Et j'y suis retourné depuis, je crois, c'était il y a 3 ans. Et effectivement, maintenant, on y retourne avec ce spectacle Groove les 4 et 5 décembre. Alors, sans être dans le passéisme outrancier, ce spectacle 1985, ça reste un des sommets de votre carrière, ça reste un des meilleurs souvenirs. Non, c'est pas un sommet, c'est une étape qui est peut-être un peu plus importante qu'une autre, puisqu'il y a eu le succès de la boîte de jazz, les victoires de la musique, etc. Mais c'était une étape, simplement, pas le sommet. Vous savez, c'est-à-dire, moi, j'ai souvent raconté ça, que j'avais tellement cette conviction que ce serait mon métier, on avait beau me décourager, peu importe. Non, mais c'est vrai, c'est très important, ça. Je viens de faire une masterclass qui a été filmée. Oui. Et donc, j'explique ça. J'explique que la première porte à ouvrir, si on veut embrasser cette carrière, si on veut devenir chanteur ou auteur ou compositeur ou peu importe, ou comédien, la première porte importante, c'est celle de la conviction. C'est-à-dire, ça suffit pas de dire « moi j'ai envie de chanter, moi j'ai envie d'écrire ». Non, c'est ça que je vais faire. Il y a cette conviction. Vous l'avez toujours eu, ça ? Moi, je l'ai toujours eu. Je l'ai toujours eu, dès le début. Je me suis dit, c'est ça que je vais faire. Et les gens, je vous assure. Hein. Mais par contre, je savais qu'il allait y avoir du temps. Voilà, qui allait se passer. À une époque où on laissait encore le temps aux artistes, on laissait le temps. Faire. J'aurais besoin de temps, ça, j'en étais sûr, j'avais cette conviction. Mais j'avais cette intime conviction, et pourtant on me décourageait, je vous assure. Hein. J'avais cette intime conviction que c'était ça ma voix, et que je ne pouvais envisager rien d'autre. On vous décourageait pourquoi ? Votre voix était atypique, votre façon de chanter était atypique, vos compositions étaient d'avant-garde pour l'époque. On se rappelle, la France des années 70, les chansons, on était plutôt entre Stone et Chardin, avec qui vous avez tourné d'ailleurs. Et qui m'ont donné, moi j'ai beaucoup de gratitude pour tous ces gens qui m'ont offert leur scène. Hein. Vous savez, il y a eu Stone et Chardin, il y a eu Mireille Mathieu. Il y a eu... Un ovni à l'époque. Ben oui, peut-être, j'en sais rien. En tout cas... c'est vrai que j'ai eu cette chance de faire des premières parties. Vous savez, c'est vrai, vous avez raison, ça c'est un luxe, c'est-à-dire qu'on avait le temps. Oui. Il y avait ce truc qui n'existe plus aujourd'hui. Malheureusement, il y a des premières parties encore, mais avec Stone et Chardin, j'étais levé de rideau. Je chantais 2 chansons. Et puis ensuite, vous étiez vedette anglaise, où vous chantiez 4 chansons ou 5 chansons. Et ensuite, américaine. Première consécration, vedette américaine, vous finissiez la première partie. Et entre-temps, il pouvait y avoir des numéros, vous savez, de vélo ou de trapézistes. Des jongleurs, des jongleurs. Peu importe. Le musical. Le vrai musical. Et ce qui faisait que, petit à petit, on apprenait son métier, parce qu'il n'y a pas d'autre manière d'apprendre son métier que de mettre les pieds sur la scène. Hein, et d'y aller
d'y aller à chaque fois, et puis de se prendre des trucs. Moi, des fois, j'ai évité des projectiles. Hein. Je me souviens d'avoir fait la première partie d'Eddie Mitchell qui était venu. Les mecs, ils étaient venus pour écouter du rock'n'roll. Moi, j'arrivais avec mes chansons. Bon, ben, de temps en temps, j'évitais des trucs qu'on me lançait, mais je savais que ça faisait partie de mon apprentissage et j'en étais content. Mais justement, Michel, quand on évite des projectiles, c'est vous qui le dites, où est-ce qu'on va trouver en soi la force de revenir le lendemain et de se dire « je continue ». La conviction. Encore une fois, la conviction. Je savais que certes, tout ça... elle vient d'où, cette conviction? Elle est presque surnaturelle. Oui, presque. C'est très mystérieux. Ou alors, ça c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on devine, est-ce qu'on a cette intuition du futur qui va arriver, c'est-à-dire, moi je sais que c'est ça que je vais faire, ou bien... c'est cette conviction et cette vision qu'on a du futur, vous savez, qu'on crée sa vie quand bien sûr, avec nos pensées et nos idées. Donc, les pensées sont créatrices. Donc, est-ce que c'est parce que j'ai cette telle force de conviction que c'est ça que je crée? C'est possible aussi quand vous avez un but dans votre vie, hein, vous voulez faire ça, et ben vous pouvez y aller, quoi. On le fait. Avec cette force que vous avez en... Alors, je ne sais pas si c'est un des deux. L'œuf ou la poule. Voilà. Le débat est ouvert. Et parlez-moi de votre relation, vous en parliez à l'instant. Qu'est-ce qui vous unit avec Jean-Yves D'Angelo? C'est quoi? C'est parce que c'était lui, parce que c'était moi? C'est quoi cette avec Jean-Yves et avec Manu au jour d'aujourd'hui aussi. Mais avec Jean-Yves, en fait, on s'est jamais vraiment quitté. C'est-à-dire, on a commencé ensemble notre carrière, hein. Presque. Il a démarré un petit peu après vous. Oui, il a démarré un petit peu après moi, c'est vrai. Mais quand on s'est rencontrés, je sais pas, c'était comme des frères, quoi. Vous voyez, comme on peut pas expliquer ça. Vous vous êtes reconnus. On s'est reconnus, un lien subtil d'amitié, et puis le même amour pour les mêmes formes de musique. On venait du blues, il aimait le blues. Enfin, lui, il avait une formation classique que moi, je n'ai pas. Hein. Je raconte ça souvent sur scène. Je dis, lui, il était vraiment doué, quoi, pour les études, alors que moi, j'aimais pas l'école, à part la 6e, qui ont été 4 années merveilleuses, mais c'est tout. Hein. Donc, moi, j'étais pas très doué. Et lui, il avait cette formation classique que je n'ai pas du tout. Mais par contre, il aimait le rock'n'roll, il aimait le blues. Et c'est ça qui nous a unis. Moi, la première fois que je l'ai vu jouer, parce qu'on m'avait parlé de lui, j'ai été le voir, il accompagnait Bill Durham. Vous voyez qui c'est? Bien sûr. Voilà, chanteur de blues. Babylone, tu Exactement. Et donc, j'ai aimé son style de jeu, c'est tout. Et puis, ma manière de chanter s'accorde avec sa manière de jouer, comme elle s'accorde avec la manière de jouer de Manu, par exemple. Parce que quand j'ai entendu Manu pour la première fois, je me dis, voilà, ça y est, je l'ai. Voilà, je me pose sur la pulsion rythmique que j'aime, etc., blablabla. Vous voyez, il y a cette reconnaissance, quoi. Alors Michel, vous connaissez le principe de cette émission, c'est vous qui en êtes le programmateur, le patron, et nous allons commencer ce voyage au pays des chansons de votre vie par un artiste à qui vous dédiez une chanson dans l'album Univers l'Uni, c'est Ray Charles. Vous vous adressiez à lui en ces termes: Ray Charles, quand tu pleurniches, les plus pauvres sont les plus riches, les oubliés du bon Dieu ne sont plus malheureux. Oui. Et vous avez choisi de Ray Charles What I Say. Pourquoi lui et pourquoi cette chanson précisément? Alors, bon, moi, j'étais nourri par la musique tzigane hongroise, j'ai souvent raconté ça, la première musique tzigane hongroise que j'ai écoutée chez mes grands-parents paternels. Mes parents adoraient la chanson française, là, je reviens vraiment aux sources, ils adoraient ça, ils écoutaient tout le temps à la radio. On parlera peut-être de Piaf après, mais... Bien sûr, on y vient. On va y venir. Mon père m'avait amené voir Piaf. Et donc, j'étais environné de musique, voilà. Et un jour, dans je me rappelle, c'était dans une salle de jeu comme il y avait avant, vous savez, où il y avait plein de flippers comme ça. J'étais en vacances, c'était au bord de la mer, je me rappelle plus, et il y avait plein de flippers, et il y avait un jukebox, et j'entends What I Say, et ça m'a fait un choc. En fait, c'est ça qui m'a donné... On est en quelle année? On est en 59, 60? Est-ce qu'elle est sortie, cette chanson? Elle est sortie, alors... Elle a été créée, et ça vous devez le savoir, elle a été créée en 58, au départ c'était une impro. Oui. C'est une impro qu'il a commencé à faire à la fin de ses concerts. À la fin de ses concerts, où on lui réclamait peut-être un rappel ou un truc comme ça, et ça s'est prolongé, c'est génial. Et cette chanson m'a fait un choc, quoi. Et c'est en fait cette musique-là, c'est-à-dire le blues, et donc Ray Charles, qui symbolise le lien entre le blues, le rhythm and blues, le rock'n'roll, etc. Il y avait un truc là-dedans où je me suis dit, oh là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est ça qui m'a donné envie de faire de la musique. Et la première fois que j'ai posé mes mains sur un piano, moi, c'était pour essayer de jouer l'introduction de What I Said. Et moi, je la jouais avec les deux mains, alors que lui, il la jouait avec la main gauche. Voilà, c'est tout ce que je savais jouer au piano. Donc oui, ça a été le coup de foudre. Et puis après, moi, j'ai été voir
Bavard, j'ai été le voir tout le temps dans les spectacles. J'ai même eu la chance de partager la scène avec lui un jour au Festival de Jazz d'Antibes, qui était une grande fierté pour moi de le rencontrer, d'avoir des photos vous avez pu lui dire, qu'il avait changé votre vie? Bien sûr, je lui ai dit évidemment que j'ai fait une chanson pour lui, etc. Et donc ça a été une grande fierté. Et puis de bavarder avec lui, puis je me suis improvisé un jour journaliste pour pouvoir l'interviewer. Carrément. Vous avez gardé les bandes de ça? Vous avez gardé Non, je sais pas. Mais c'était pour être près de lui, quoi. Voilà, c'est tout. Alors, justement, 58, je crois que vous êtes déjà au Blanc-Ménil à l'époque, en Seine-Saint-Denis. Moi, vous êtes né à Drancy. Je suis né à Drancy. J'étais pas à Blanc-Ménil, non. Non, vous n'avez jamais grandi au Blanc-Ménil? Non, j'ai grandi à Drancy. D'accord, donc voilà. Je reprends. Et ensuite, 58, vous étiez à Drancy, où vous êtes né. Peut-être que j'étais déjà parti en 58, parce que à un moment donné, on est parti avec ma famille. Alors toute mon enfance, ma petite enfance, était effectivement à Drancy, et à un moment donné, on est parti à Paris. Vivre dans un HLM de la Porte Broncion, oui. À Paris, voilà, qui existe toujours d'ailleurs. Alors donc c'était peut-être déjà le moment, parce que je sais que ces HLM-là ont été construits, je crois, dans les années 55. Donc ça devait être, vous voyez, juste à la limite. Alors si mes renseignements sont bons, il faut savoir que votre grand-père paternel était un grand amateur d'opérette. En fait, l'histoire, c'est que mes grands-parents paternels, ceux que j'ai connus, puisque je n'ai pas connu les autres, les paternels, donc mon grand-père et ma grand-mère, se sont connus en chantant de l'opérette à Budapest, sur une scène en Hongrie. Ils se sont rencontrés. Et j'avais une photo, et mon père me l'a réclamé souvent, je ne sais pas où elle est cette photo, où il y avait mes grands-parents, mais elle doit être quelque part, enfouie dans des milliards de photos que j'ai encore chez moi, où on voit la photo de mes grands-parents habillés en costume et chanter l'opérette. Votre grand-père maternel, Abraham, que vous n'avez pas connu, mais qui vous avait dédié un magnifique spectacle, lui était Chazan, chanteur il chantait dans les synagogues. Vos parents se sont mariés à Drancy le 26 juillet 1941. Lorsque l'on est enfant dans une famille qui a été touchée de si près par la Shoah et qu'on est juste au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à quoi elle ressemble cette petite enfance? Est-ce qu'il y avait quelque chose d'une mélancolie, d'une pesanteur qui était toujours là, ou justement non? Non, il n'y avait pas de pesanteur, il n'y avait pas de mélancolie, il y avait du rire, il y avait de l'amour, il y avait le plaisir de se retrouver en famille avec la famille, avec mes grands-parents paternels, puisqu'effectivement, comme vous venez de le dire, mes grands-parents maternels, malheureusement, ont été déportés, et donc je ne les ai pas connus. Mais il y avait moi j'ai connu que ça, c'est-à-dire le plaisir d'être ensemble, le plaisir de partager un repas, par exemple, parce que ma grand-mère, c'était une très très bonne cuisinière, qui mélangeait, il y avait aussi de la cuisine hongroise, etc. Et donc, il y avait la cuisine, la musique, parce qu'à la fin, je racontais souvent ça, qu'à la fin du repas du dimanche, parce que tous les dimanches on se retrouvait, il sortait le tourne-disque et on écoutait la musique tzigane hongroise, etc. Et donc chez vous, c'était pas le vendredi soir, c'était le dimanche midi. Mes parents n'étaient pas pratiquants du tout. J'avais cru comprendre. J'avais cru comprendre. Donc, le Shabbat, je connaissais pas. Donc on se réunissait, mais il y avait, vous savez, il y a quand même ce truc-là et ça c'est très juif, c'est-à-dire la famille. L'amour de la famille, l'amour d'être ensemble, d'être réunis. Mais c'est fort, c'est pas juste c'est sympa d'être ensemble. Non, c'est un truc très fort. Donc que moi j'ai toujours voulu préserver. Voilà. Donc quelles que soient les circonstances de la vie, voyez, le lien familial il est très important. Donc moi ma petite enfance ça a été ça, l'école, qui s'est plus ou moins bien passé, mais quand même. Et puis qui s'est passé donc les réunions de famille, la musique et la nourriture, etc. Quoi. Donc non, j'avais pas cette pesanteur de la Shoah. Pas du tout, on n'en parlait pas. Mais je me souviens pas de choses de tristesse. Je l'ai su, bien sûr, je l'ai su. Bien sûr. Mais il y avait de la musique. Ma mère, elle chantait souvent dans sa cuisine. Je l'ai mis même dans une chanson au Père de Pam dans l'eau perdue, la femme qui chantait dans la cuisine. Donc elle chantait souvent dans la cuisine. Il y avait la musique. Et puis ma sœur Evelyne qui prenait des cours de piano. Et puis voilà, il y avait tout ça. Donc j'ai plutôt un très bon souvenir. Et puis j'ai des images, quoi. Vous savez, c'était par exemple, j'adore la neige, moi. Et je me suis... ça fait longtemps que
que j'aime la neige. Et je sais d'où ça vient. C'était d'abord à l'époque, dans ces années 50, il y avait de la neige. C'est-à-dire les hivers, c'était des hivers de neige. Oh, il y en a encore un petit peu. Non, mais il y en a encore un petit peu, mais là, il y en avait partout, c'est-à-dire très longtemps. Puis elle était propre, elle était blanche. Était propre et le bruit des pas dans la neige qui crissait. Et puis j'ai des souvenirs comme ça avec mon père, main dans la main. Vous voyez, des trucs comme ça. Je sais pas, non, donc j'ai des bons souvenirs, des souvenirs chaleureux de cette époque-là, pas des souvenirs douloureux. Et quand on vous demande donc à l'époque, tout petit, dans les années 60, il y avait pas un groupe par immeuble, il y avait un groupe par palier, quoi. Par palier, c'est ce que je racontais. Et quand on vous demande, vous dites tout de suite, moi, je vais faire chanteur. Ah non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Non. Ce qui s'est passé, c'est que je quitte l'école en seconde, parce que j'étais vraiment pas doué. Ouais. Voilà, vraiment pas. Je suis parti au milieu d'un cours. Je me suis dit, ça, c'est plus pour ciao, moi. Bonsoir. Au revoir tout le monde. Et donc, je ne savais pas trop quoi faire. Mais je savais que je voulais faire quelque chose qui n'avait pas de contraintes. Vous voyez ? J'avais un problème avec le devoir, en fait. Et donc, je me suis dit comme ça, instinctivement... Artiste. Quand on est artiste, on est libre. Mais je ne savais pas quoi comme artiste. Et je me suis mis à peindre. C'est-à-dire, j'étais très fan de la peinture des impressionnistes. Oui. Van Gogh. J'étais fou de Van Gogh, je suis toujours. C'est pas mal comme modèle, c'est Van pas mal. Gogh, c'est le peintre qui m'émeut. Je regarde une toile de Van Gogh dans un musée, j'ai les larmes aux yeux. Mais vos parents, ils le prennent comment, ça alors attendez, je vais vous raconter. Et donc... voilà, il y a Van Gogh, Cézanne, Vlaminck avec ses ciels bleus, tourmentés, etc. Et vous n'avez pas pris les pires, hein. Non. Et donc, j'ai envie de peindre. Et ma mère, je ne suis pas issu d'un milieu très aisé, hein. On n'avait pas beaucoup d'argent, mais il y avait les allocations familiales, etc. Et ma mère me donne un petit peu d'argent de poche pour que je puisse acheter des cartons, pas des toiles, parce que je n'avais pas les moyens des toiles, mais des cartons. Vous savez, les cartons, c'est comme des toiles, mais c'est juste un petit peu moins cher. De la peinture à l'huile, quelques pinceaux, la térébenthine, des couteaux. Et je commence à imiter les impressionnistes. Mais je n'étais pas très bon en dessin. Et puis un jour, mon père me dit « Ah bon, tu veux faire de la peinture ? Alors il faut le faire sérieusement. Alors il faut que tu prennes des cours de dessin. » Et il m'a envoyé chez un prof de dessin dont il avait entendu parler. Et là, on se retrouve à deux, une fille et moi. Et un jour, on prend des cours comme ça, on dessine des mains, parce qu'il disait ce qui est difficile, c'est de dessiner des mains. Donc pendant 4-5 séances, on a dessiné des mains. Et un jour, il nous dit « Vous savez, pour la semaine prochaine, vous allez apprendre une scène de théâtre de Molière. » Bon. Pourquoi ? Parce que si vous voulez être artiste, il faut s'ouvrir à toutes les formes d'art. Et donc, et ça m'a beaucoup plu. On a appris une scène d'une pièce de Molière. Et un jour, ma sœur me dit, elle prenait des cours d'art dramatique, Evelyne, ma sœur, et elle me dit, pourquoi tu viens pas à la maison de jeunes de la Porte de Vanves, qui n'existe plus malheureusement, prendre des cours d'art dramatique. Et j'ai commencé donc à prendre des cours tous les mardis soirs, des cours d'art dramatique avec un prof qui s'appelait Guy Kayat, qui est décédé maintenant malheureusement, et qui avait créé le Théâtre 71 à Malakoff. Et donc j'ai commencé par prendre des cours d'art dramatique avant de faire de la musique. Et puis, il y a eu la musique, et puis il y a eu les années 60, et puis il y a eu les groupes qui se créaient, comme vous en a parlé tout à l'heure. Et effectivement, un jour, j'entends parler dans un café de la Porte de Vanves qu'il y a un groupe qui se crée et qui cherche un pianiste. Alors moi, qui avais fait What I Say... des deux mains. Des deux mains, quand même. Oui, je crois que c'était ça. Je leur ai dit, je suis pianiste. Alors ma mère m'a amené, encore avec l'argent des allocations, dans un magasin, chez Bocher, mais pour acheter un piano électrique. Et le mec me montre un piano électrique, donc le vendeur, c'était un Cymbalet Honor. Et il dit, est-ce que vous voulez l'essayer ? Et moi, qui ne savais pas jouer du piano, j'ai dit non, je vous fais confiance. J'avais honte, je ne voudrais pas l'essayer devant lui, tu vois, parce qu'il y avait des gens dans le magasin. Et c'est comme ça que ça a commencé, c'est-à-dire, j'ai eu ce piano électrique, je me suis retrouvé dans une salle patronale, je ne me souviens pas où c'était, c'était dans le 15e toujours, à commencer à répéter avec un groupe, mais je ne savais pas jouer. Et le chanteur, à un moment, dit « Ok, les gars, on fait Watala Tachikingomu », parce qu'à cette époque-là, vous savez, on transformait un peu les titres en anglais. « Watala Tachikingomu » en do. Et moi, je me dis « Mais c'est quoi en do ? Ça veut dire quoi en do ?» Et le bassiste, qui était juste à côté de moi, il me dit « Bah quoi ? Bah en do !» Paf. Et il plaque sa main sur le clavier en faisant do mi sol, l'accord majeur. L'accord majeur de do. L'accord majeur de do. Et moi, je repère ça.
je regarde et je remets, je fais tout de suite, je fais pareil que lui avec ma main gauche et pareil que lui avec ma main droite. Et j'attends. Et 1, 2, 3, 4, et moi je commence à faire, je tape. C'est parti comme ça. C'est parti comme ça. Et quand j'entendais que ça changeait, parce que ça change quand même, il y a 3 accords dans le rock'n'roll. Et donc je cherchais un peu comme ça, discrètement, paf, et hop, je trouvais, puis je faisais pareil. Voilà comment ça a commencé. Hein. Et après, il y a eu des groupes, et des groupes, et des groupes, et puis jusqu'à Vigon et les Lemons. Et Vigon et les Lemons. Et après le King Set, etc. Et tout ça est parti, quand même de l'intro, jouer des deux mains. Voilà. What I Say, le choix de Michel Jonas. Ça se démode pas. Hein. Moi, j'écoute toujours avec le même plaisir. Ça n'a pas pris une ride. Et cette chanson, elle a des airs de gospel. Gospel, ça veut dire appel à Dieu. Vous l'appelez souvent à la rescousse, Dieu, dans vos moments difficiles. C'est pas à la rescousse, mais oui, Quel type vous avez de rapport avec lui? Plutôt sympa, plutôt détendu, plutôt. C'est marrant parce que j'ai toujours eu la foi. Alors que j'ai pas du tout été élevé dans une tradition religieuse, hein, du tout. À la fois, vous nous avez expliqué que depuis très 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 jeune, vous saviez que vous alliez faire ça et donc si c'est pas avoir la foi, ça, je sais pas ce que c'est. La foi en Dieu. Oui, mais ça commence par soi, la foi. Oui, bien sûr. Ça c'est ça c'est une très grande question. Oui. Tu vois cette histoire-là, parce que quand on dit moi, mon rapport à Dieu, ça veut dire qu'il y a Dieu et moi. Et ça, c'est très bizarre. Parce qu'on est d'accord pour dire que Dieu est le tout. Oui. J'ai parlé de ça avec beaucoup de gens. Ça m'intéressait, cette histoire. Je me rappelle avoir parlé avec un prêtre en lui disant « Monsieur, mon père, pardon, est-ce que Dieu est le tout ?» Il me dit « Oui. » Bon. Est-ce que Dieu est le mal? Il me dit « Non. » Ah bon? Alors, je ne comprends pas. Alors, il n'est pas le tout. Et est-ce que la création, c'est Dieu? Il me dit « Ah non. » Et parce que Dieu, le mal n'est pas dans la création. Oh, d'accord. Voilà. Tu vois, les Juifs le disent aussi. Il y a bien évidemment. Ça s'appelle le Tzimtzum. En fait, il s'est retiré de sa création. Exactement. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours interrogé. Parce que pour moi, si Dieu est le tout, on fait partie de ce tout. Donc, il n'y a qu'une seule chose. Une et indivisible. Bien sûr. Bah, voilà. C'est un peu ce qui... Donc, si je m'adresse à Dieu, pour répondre à tes questions, je m'adresse aussi à ce qui est sacré en moi. Donc, j'ai un lien très, très important avec ça. Avec cette histoire d'être lié au divin et au divin en soi. Et ce judaïsme, vous essayez de le faire perdurer autour de vous? C'est quelque chose que vous avez donné à vos enfants, ou c'est quelque chose que... Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai réussi à ça, parce que la difficulté, c'est que tu peux transmettre à tes enfants ce que toi-même tu as reçu. Oui. J'ai pas reçu ça, moi. Je n'ai pas reçu d'éducation religieuse. D'éducation religieuse, non. Le judaïsme au sens culturel du terme, non. Mais au sens culturel du terme, oui. Oui, culturel, oui. Parce que vous nous avez raconté ces repas de famille. Bien sûr. Non, mais évidemment. Et le judaïsme, c'est ça aussi. Ils connaissent notre histoire familiale, ils sont très reliés à ça, évidemment. Mais... je sais pas, je me suis intéressé au judaïsme, j'ai commencé à écouter des rabbins parler dans les synagogues, etc. Plus tard. Bien plus tard, dans ma recherche spirituelle. Ça faisait partie de ma recherche spirituelle, comme je pouvais aller en Inde 4-5 fois, et puis rencontrer des gens, voilà. Il suffit d'écouter vos albums et vos chansons pour voir que la spiritualité, ça a un sens pour vous, à moins d'être sourd. Non, mais ça a un sens très important, même. On l'entend. Je pense que c'est ça qui tient debout les gens, hein, même s'ils ne le savent pas. Ça, c'est pas mal. Non, mais c'est vrai. Michel, on en parlait, vous faites partie de ces artistes qui ont pris le temps, à qui on a donné le temps et de s'installer. D'Apesanteur, 1967, avec le groupe King Set, à Dites-moi, 1972, vous êtes compositeur de cette chanson sur un texte de Franck Thomas. 1974, je crois. Le premier album. 74, le premier album, mais Dites-moi, ça commence à passer en radio 73, 74? Non, c'est 74. Dites-moi, c'était sur le premier album. Alors c'est 74. Alors, il y a eu beaucoup de 45 tours, dont étonnamment, alors qu'on vous connaît surtout comme auteur-compositeur émérite, beaucoup de 45 tours dont vous n'êtes ni l'auteur ni le compositeur. Mais avant le premier album, avant. Bien avant, entre 67 et 74. Évidemment. Expliquez-moi ça. Comment vous, qu'on connaît et qu'on célèbre justement pour la qualité de vos œuvres, de vos créations, comment vous n'avez été qu'un simple interprète? Oui,
Mais je peux vous l'expliquer, mais j'ai été auteur-compositeur à partir uniquement du 3e album. Le 2e album, sur le premier album, j'avais fait un texte qui s'appelait Fanfan, et j'avais fait une musique, Dites-moi. Sur un texte que Franck Thomas vous avez donné. Voilà. 2e album, j'ai fait pratiquement toutes les musiques, et justement, le premier album, je travaillais avec Alain Goldstein. Et Franck Thomas, et Pierre Grosse, qui avait écrit le texte des Vacances au bord de la mer. Ça, c'était le 2e album, je crois. Le 2e album. Voilà. Où là, moi, je commençais à faire les musiques. Et c'est seulement à partir du 3e album, donc 77, je crois, oui, parce que je faisais le Théâtre de la Ville en novembre 77, que je suis devenu auteur-compositeur avec l'album où il y avait, je veux pas que tu t'en ailles, du blues, etc. Un album qui a vraiment marqué. Et oui. Mais tous ces 45 tours chez AZ, appelez-moi Frénésie. Appelez-moi Frénésie et tout ça. Alors, mais je vais vous expliquer. Je savais que le but pour moi, c'était de devenir auteur, compositeur, interprète. Vous le saviez? Oui, je savais que c'était l'étape qui était le vrai début. Mais vous savez, dans la vie, c'est comme quelque chose. Vous savez qu'il y a quelque chose d'important qui doit se passer. Et comme c'est tellement important, vous reculez le moment, vous voyez. Vous voulez pas vous rater, vous voulez pas vous rater, et même le 3e album où je suis devenu auteur-compositeur, je pensais encore à faire appel à Jean-Claude Vannier, je me souviens, qui m'avait écrit Super Nana, et parce que je me sentais pas encore tout à fait prêt. Et on se dispute pour une bêtise. Et là, je me suis dit merci. J'ai dit merci à cette dispute. Je me suis dit, maintenant, c'est le moment. Vous voyez, donc, tous les premiers 45 tours, c'était quoi? Mais c'est que je n'étais pas moi-même encore. Je me cherchais. Je tâtonnais. Je ne savais pas. Vous vous laissiez habiller facilement? Non, pas si facilement que ça, mais je savais que c'était une première étape, que je contrôlais pas tout. Et ça m'a fait des grandes leçons. La première leçon très importante de toute cette période à Z, avec ces disques qui ne me ressemblaient pas vraiment, c'était que si je n'écoute un petit peu, quand même, un petit peu, non mais j'étais très heureux du premier 45 tours de le apesanteur, il fait moins 100 au thermomètre avec le groupe Le King Set. Après j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Pourquoi? Parce que j'ai pas écouté mon intuition. Et parce que, et ça a été la grande leçon. Si on n'écoute pas sa voix intérieure, alors on peut se tromper. Et c'est très énervant de se tromper parce qu'on est influencé par quelqu'un. Voyez ? Bien sûr. Parce que la personne vous dit... et de se tromper lorsqu'on a pris sa propre... Voilà. On s'en fout. Mais si une personne vous dit, il faut que tu fasses ça. Et que vous ne le sentez pas. Parce que ça va marcher. Et ça ne marche pas comme ça. Ça ne peut pas marcher si c'est pas votre voix intérieure qui vous... C'est Lucien Maurice, le patron de AZ et d'Europe 1, qui vous... d'Europe 1, oui. Et qui vous conseillait à l'époque. S'occupait de ma carrière. Moi je vous propose, si ça vous ennuie pas... C'était quelqu'un d'autre, dont je ne citera pas le nom. Moi, si ça vous ennuie pas, et pour nos auditeurs, je pense que ça leur fera plaisir, moi, je voudrais vous faire écouter ma première grande émotion en écoutant la radio. Ah bon ? C'était en vous écoutant, en 1970, sur Europe 1, j'écoutais Europe 1 en boucle, et il y avait une chanson qui s'appelait La Rencontre. Vous souvenez de ça? C'était 70. 70 ou 71. Un jour de l'an tu arrives, je t'ai attendu tant d'années. Ça passait beaucoup à la radio, ça. Oui, ça c'était donc, je crois, un texte de Pierre Grosse. Hein. Une musique d'Alain Goldstein. Ça reste un Et j'avais fait La Rose d'Or d'Antibes. Oui, que vous aviez un prix. Comment? Vous aviez un prix à la Rose d'Or. C'était un prix hors concours, j'étais pas dans le concours. Un petit accessible. Ça reste un bon souvenir, ça, ou alors c'est quelque chose que vous avez aujourd'hui... Disons que c'est une chanson que je ne chante pas, quoi, sur scène. Mais ça, encore une fois, ça fait partie de... Il n'y a pas de hasard. Tout ça faisait partie de mon chemin. Voilà, ça faisait partie. Michel, on parlait à l'instant de Dieu, et vous avez choisi dans les chansons de votre vie un artiste qui a clamé et chanté haut et fort ni Dieu ni maître, c'est Léo Ferré. et du grand Léo, vous avez choisi une de ses chansons, c'est pas forcément la plus connue, c'est La mémoire et la mer. Qu'est-ce qui vous touche dans ce personnage et qu'est-ce qui vous touche dans cette chanson-là précisément? Ça, c'est très difficile à dire, ce qui me touche dans cette chanson-là. Je trouve que c'est une des plus belles chansons françaises. La mémoire et la mer, c'est magnifique parce que il y a quelque chose d'inexplicable. C'est très important quand vous écrivez ou vous composez que quelque chose ne passe pas par le mental, ne passe pas par quelque chose qui est raisonné. Et dans cette chanson, même en tant qu'auditeur, il y a quelque chose qui ne passe pas par le mental. Oui. Parce qu'il y a tellement d'images là.
C'est la marée gelée dans le cœur qui me remonte comme un signe. Je meurs de ma petite sœur, de mon enfant et de mon cygne. Un bateau, ça dépend comment on l'arrime au port. De justesse, je pleure de mon firmament des années-lumière et j'en laisse. On se dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et pourtant, il y a une émotion incroyable, vous voyez. C'est ça que je trouve très fort. Ces images, toutes ces images, chacun a sa propre... Et c'est ça qui est fort dans cette chanson. Vous faites votre, en tant qu'auditeur, votre propre histoire. Votre propre histoire et votre propre voyage avec les images. Et je suis sûr que si on lui demandait, je crois que quelqu'un a essayé d'ailleurs, un chanteur a dû lui dire, ça veut dire quoi quand vous dites ça? Mais il faut surtout pas lui demander pourquoi il dit ces choses-là. Et c'est ça qui est extraordinaire dans cette chanson, qui ne passe pas. Il y a des images, on a l'impression qu'il les a reçues, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas, c'est pas rationnel, et en même temps c'est très, il a été le vecteur de quelque chose. Touchant. Voilà, c'est ça. Alors, la personne qui lui a demandé le sens, je crois, je veux pas dire de bêtises, je crois que c'est Hubert Félix Stéphane qui a déclaré que cette chanson est une révolution dans la chanson, qui lui avait posé cette question et je crois que le grand Léo lui avait dit qu'il était incapable. Cette chanson, à l'instar de Catherine Ribeiro, de Philippe Léotard ou de Bernard Lavilliers, vous l'avez chantée aussi, cette chanson? Oui, je l'ai chantée puisque un jour j'ai décidé de rendre hommage aux 3 courants musicaux qui m'ont influencé dans ma vie, c'est-à-dire, à savoir, la musique tzigane dont je vous ai déjà parlé, la chanson française, et le blues, le rock'n'roll, le rhythm and blues. Ce que je suis en train de préparer d'ailleurs, parce que ça, c'est le 3e volet que je n'ai pas encore fait. J'ai fait la musique tzigane à travers la pièce dont vous avez parlé, Abraham, parce que je chantais dans cette pièce. Cette pièce-là, je chantais, et j'avais été en Hongrie pour enregistrer les musiciens. Donc, une pièce qui a été jouée des années durant, au petit théâtre Montparnasse. Au petit Montparnasse, et puis à la Gaîté Montparnasse, et puis on tournait ensuite. Ah oui, on tournait beaucoup. Donc, ça, c'était l'hommage à la musique tzigane. Ensuite, j'ai fait l'hommage à la chanson française. Et effectivement, La mémoire et la mer faisait partie de l'hommage à la chanson française. Et Piaf faisait aussi partie de cet hommage. Piaf, c'est quelqu'un comme Léo Ferré, ça a été des bouleversements pour vous lorsque vous entendez cette voix-là. Oui, mais c'est pas la même émotion, c'est pas la même chose, c'est pas le même choc. J'aimais les mots de Léo Ferré, sa façon de chanter, sa déchirure, etc. Vous l'avez rencontré? Oui, je l'ai rencontré, j'ai une photo avec lui, oui. Bien sûr, oui, je l'ai rencontré. Et vous devenez petit garçon lorsque vous rencontrez Si je vous montrais la photo avec moi qui regarde Léo Ferré, c'est un petit garçon. Avec les yeux comme ça, je le regarde émerveillé. Et vous devenez fan à votre tour? J'étais fan, j'étais fan. Et je le suis toujours d'ailleurs, j'écoute toujours Léo Ferré avec grand plaisir. Il a bouleversé les codes, vous voyez. Il a renversé les barrières, la solitude, les textes parlés qui sont très très longs et les choses comme ça, et les images incroyables. Il a tout osé. Et voilà, il a osé. Piaf, c'est autre chose. D'abord, Piaf, c'est le premier spectacle que j'ai vu de ma vie. Mon père, un jour, il m'a pris par la main, il m'a dit, il faut que je t'amène voir quelqu'un. Et on va, je crois que c'était à l'Olympia, et on va voir ça. Et je m'assois, cette petite bonne femme qui rentre sur scène, qui met un certain temps à arriver elle commençait à mettre un certain temps. Elle était souffrante. À mettre un certain temps pour arriver devant le micro. Elle faisait rien, c'est-à-dire ses mains sur ses cuisses, de temps en temps ses mains encadraient son visage, etc. Mais sa voix qui emplissait cette salle de l'Olympia, j'étais absolument bouleversé. Voilà. Donc ça a été, si vous voulez, ça m'a marqué dans le sens où j'avais déjà senti la force de la musique, la puissance, l'impact, les conséquences que pouvait avoir la musique sur les êtres humains. Quand on était en famille, pour revenir à ça, et que je voyais les visages de mes grands-parents ou de mes parents avec un peu les larmes à l'œil parce que ça leur rappelait la Hongrie natale, etc., je me disais, tiens, c'est curieux quand même, cette chose de la musique qui... Et là, pareil, c'est-à-dire j'avais confirmation que cette émotion-là était bien là. Elle était bien là, et que la musique, elle avait une puissance, elle avait une force à travers la voix donc de Piaf qui emplissait, parce que on voit des choses, on voit des images, on écoute des disques de Piaf, mais être dans la salle où Piaf chantait, ça c'était quelque chose, quoi. La force qui sortait, la puissance, l'émotion, oui, je me suis dit, tiens, ça c'est fort, et moi c'est ça qui m'a marqué, quoi. C'est toutes les musiques déchirées, tous les gens que vous citez, que ce soit le blues, que ce soit la musique tzigane, que ce soit Piaf, que ce soit Ray Charles, tous ces gens, c'est de la déchirure, vous voyez, c'est ça qui me touche. Et c'est ce que vous avez chanté ensuite. Oui, j'ai essayé. Et je veux pas que tu t'en ailles si c'est pas une déchirure. Oui. Et je sais pas ce que c'est. Oui, non, mais c'est vrai que j'ai essayé. Moi, ça a été, j'ai essayé, quoi, de faire un lien entre les différentes musiques que j'aimais, c'est-à-dire. Michel, vous avez plutôt bien essayé. Non, oui, non, mais je dis, j'ai essayé parce que, en fait, je savais
dans la grande tradition de la chanson française, il y a l'importance du texte, il y a l'importance des mots, de l'histoire qu'on raconte, des émotions et des sentiments. Mais la musique qui m'a donné envie de faire de la musique, c'est le rock'n'roll, c'est le blues. Pas le jazz, hein, c'est le blues et le rock'n'roll. Et donc, moi, j'ai toujours essayé de faire ce lien et de mettre la pulsion rythmique au service du texte, au service de l'émotion. Parce que c'est pas impossible. Et vous connaissez la phrase de Brassens. On rentre dans une chanson par la musique, on y reste par les paroles. Voilà. Et la langue française est une langue qui swing. Contrairement à ce qu'on commençait à dire quand les groupes se créent, il faut chanter en anglais. Non, pas du tout. La langue française, elle swing vraiment. Michel, lorsqu'on constate aujourd'hui que beaucoup de gosses ne connaissent pas Léo Ferré, que quasiment aucune radio ne le joue, à part peut-être Radio Libertaire, qui continue contre vents et marées et contre vents et tempêtes à le diffuser. Ça vous met en colère, ça, cet oubli? Non, ça me met pas en colère, parce qu'il y a des choses très belles aujourd'hui et qui correspondent à la musique des mômes d'aujourd'hui. Je comprends tout à fait. Après, je pense que c'est une question de il y a un devoir de mémoire quand même. Comment ? Il y a un petit devoir de mémoire quand même. Oui, mais vous voyez, c'est comme... bon, moi, des fois, il y a des mômes qui viennent et qui me disent « Ah, j'ai grandi avec vous ». Ça veut dire quoi, j'ai grandi avec vous ? Ouais, je suis toujours très touché quand on me dit ça. J'ai grandi avec vous parce que mes parents, maintenant ça commence à être mes grands-parents, c'est pas, je veux une photo, mais c'est pour ma grand-mère, c'est pas pour moi. Ça calme. Ça calme. Non, mais ça me gêne pas du tout. Et donc, il y a cette histoire-là, c'est-à-dire que moi, à mes mômes, je leur disais, écoutez Brassens, écoutez la poésie de Brassens, parce que c'est important aussi, c'est de la poésie, la richesse du texte. Par exemple, dans le rap, il y a une importance du texte, il y a une importance des mots. Bien sûr. Donc ça, vous voyez, il y a une tradition là. Et je pense que donc ça, l'idée que les mômes n'écoutent plus Léo Ferré ou Brassens ou Brel, c'est peut-être que c'est aux parents de leur faire réentendre ça, et qu'on peut aimer le rap et Léo Ferré. Hein. Bien évidemment. Voilà. En plus, c'est vraiment pas si du tout loin incompatible. Alors, lorsqu'on évoque Léo Ferré, il nous vient tout de suite en mémoire cette photo, vous en parliez d'une photo, une photo signée Jean-Pierre Leloir, où l'on voit les trois géants de la chanson française, Ferré, Brassens, Brel, réunis autour d'une même table pour les besoins d'une émission de radio. C'est d'ailleurs assez amusant de constater que lors de cette émission jugée mythique, il ne s'est pas dit grand-chose en fait. Ils ont parlé de la pluie et du beau temps. C'était assez creux en fait. Mais cela me donne un enchaînement formidable, puisque vos deux choix à venir sont deux comparses du grand Léo sur cette photo. Alors, on va commencer par Jacques Brel. Jacques Brel, vous avez choisi Amsterdam. Pourquoi cette chanson et qu'est-ce qui vous touche chez lui ? Alors, Brel, il fallait le voir sur scène. Et vous l'avez vu sur scène aussi ? Je l'ai vu tout le temps. À l'époque, il y avait à l'Olympia quelque chose qui s'appelait les proms noirs. C'est-à-dire que vous étiez au fond de la salle, à l'orchestre. Hein, on payait 5 francs de l'époque. Et on était debout, mais voilà, c'était pas cher. Et moi, j'y allais tous les soirs. C'était l'équivalent du poulailler, mais en bas. En fait, oui, mais on était debout. D'accord, et mon poulailler aussi, on était debout. D'accord, alors oui, là c'était en bas. Là c'était au bout de l'orchestre, ça n'existe plus, au bout de l'orchestre. Il y avait on pouvait s'appuyer sur une balustrade, enfin bon. Et donc moi j'allais presque tous les soirs voir Brel. Et Brel, je sais pas, c'était la force de l'interprétation, vous voyez. Piaf, c'était la force de l'émotion. Brassens, c'était la force de la poésie. Léo Ferré, c'était une espèce de folie. Brel, c'était un interprète. C'était un interprète. Un auteur-interprète. Oui, un auteur-interprète, mais la force de l'interprétation. C'est-à-dire, c'était un coup de poing, quoi. C'était un coup de poing, et il le vivait comme ça, vous savez. Il finissait une chanson, il s'en foutait des applaudissements, il se retournait, il donnait le tempo de la chanson qui arrivait, etc. Vous savez, j'étais là le soir mythique où on l'a applaudi parce qu'on savait qu'il allait plus rechanter et qu'il était obligé de revenir en peignoir parce qu'il était déjà dans sa loge, etc. La dernière en 66. Oui, mais moi j'allais très très souvent. Et donc un jour il commence le spectacle avec Amsterdam, une chanson incroyable de force, cette chanson. C'est parce que j'ai entendu Amsterdam, une chanson qu'on ne connaissait pas. Enfin, moi, je la connaissais pas, en tout cas. Et je pense qu'elle était inédite pour les gens, que j'ai eu envie après de faire un spectacle qui s'appelait la fabuleuse histoire de Mr. Swing, où aucune chanson n'était connue, parce que ça m'avait tellement marqué, je me suis dit, c'est pas mal d'arriver
on connaît le chanteur, on a envie d'aller le voir, et en fait, on ne sait pas ce que l'on va entendre. Et on ne sait pas ce qu'on va entendre. Et on ne connaît pas ce qu'on va entendre. C'est archi gonflé. La fabuleuse histoire de Mr. Swing, 2 heures. 2 heures et demie. Sans un tube, alors que les gens venaient généralement pour ça. Oui, mais je racontais une histoire. En même temps, c'était comme une comédie musicale, un personnage. Et ben, c'est parce que j'avais vu Brel avec ce culot qu'il a eu de commencer une chanson avec Amsterdam, et qui nous avait sidérés, quoi. Et puis voilà, c'était la force de l'interprétation, c'était le lien, justement, que moi je comprends, parce que entre le comédien et le chanteur, entre ces deux formes d'expression, si vous voulez, pour moi, il n'y a pas de 100 000 kilomètres, c'est toujours être l'interprète de, voilà, on est interprète, on incarne un personnage. Brel, il incarnait des personnages, il décrivait des paysages, il écrivait, etc. On n'est pas là pour raconter sa vie quand on est sur scène. Il y a des chansons, évidemment, plus ou moins autobiographiques, parce qu'on s'inspire toujours, on met de ce qu'on est dans les chansons et dans la manière de chanter, bien sûr, mais on est quand même un comédien, un acteur. Je vous ai apporté des bonbons. Non, Jeff, t'es pas tout seul. Vous voyez, à chaque fois, c'était des tableaux, les bourgeois, voilà, tout ça. C'était des tableaux, c'était des scènes, et je vous dis, c'était à chaque fois des coups de poing. Et ce héros romanesque qu'il était dans la vie, ce mec qui, à l'aube de la quarantaine, décide de tout plaquer pour monter sur un bateau. C'est balèze. Ça vous parle, vous avez parfois eu peur de faire le concert de trop, le disque de trop? Non. J'ai jamais eu peur de faire le concert de trop, parce que je crois que je me suis programmé pour avoir suffisamment de vigilance, de discernement pour le sentir, celui-là. C'est-à-dire que, si vous voulez, autant je me suis programmé quand j'avais 18 ans et que je montais sur scène pour faire du rock'n'roll avec Vigon et les Lemons, au Golf Draw, ou avec d'Henri Leproux, ou avec le King Set, là, je me suis dit, putain, faire de la musique sur scène avec les mecs, avec les musiciens, mais c'est génial, je ne veux pas perdre ça. Et je me suis programmé pour ça. Aujourd'hui, vous voyez, j'ai 74 ans, je monte sur scène, j'ai 18 ans. Et j'ai jamais perdu... Mais c'est ça qui est absolument génial. Mais c'est vrai. Non, mais je triche pas avec ça. C'est-à-dire, je vais pas faire du cinéma en racontant des trucs, des bobards comme ça, parce que ça se verrait si c'était des bobards. Donc moi, je prends tout le temps le même plaisir, bêtement physique, de chanter. C'est pour ça que ça a été dur, le confinement, de ne pas chanter pendant 1 an et demi. On va pas reparler de ça. Les artistes ont beaucoup souffert. Tout le monde a beaucoup souffert. Oui. Oui, et c'est le moindre mal, parce qu'il y en a qui ont beaucoup souffert. Oui, il y en a qui ne sont plus là. Il y en a qui sont plus là pour dire que j'ai beaucoup souffert. Donc on est là pour le dire, donc c'est une grande et pour chance. Célébrer la vie. Et pour célébrer la vie, parce que c'est la vie qui compte le plus. Donc oui, c'est vrai que c'est une joie pour moi d'être sur scène. J'ai toujours le même enthousiasme, et si un jour je sens quelque chose de l'ordre de la routine, par exemple, qui est le grand ennemi, qui est le grand danger. Là, je sais que je saurais m'arrêter. Michel, à l'instar de Brel, vous conjuguez avec bonheur les deux carrières, chanteur et comédien. Qu'est-ce que le cinéma vous donne que la chanson ne vous donne pas? Ah oui. C'est pas mal d'être au service d'une histoire. C'est pas mal. C'est reposant? Non, c'est pas reposant. Non. Vous savez que j'ai souvent eu, quand j'ai commencé, la première fois que je me suis retrouvé sur un plateau de cinéma avec, c'était Elie Chouraki, c'était Qu'est-ce qui fait courir David, je vous assure que j'ai eu plus peur que d'être devant 5000 personnes. Il y a une réplique mythique. Votre partenaire vous dit, et j'attends un enfant, et vous la regardez, vous dites, et on va attendre ensemble. Oui, c'est ça. C'est juste génial. C'est vrai, vous connaissez le film. C'est vrai. Non, ça peut faire peur. Mais moi, j'aime, si vous voulez, ce moment incroyable, par exemple, que je ne connais pas aussi avec la musique, où juste avant de tourner une scène, on entend silence, moteur. Alors ce moment-là, silence, moteur. C'est l'adrénaline? Non, et on voit sur les visages des autres, parce que c'est ça aussi, quelque chose qui se transforme, et que chacun commence à passer de « moi je suis tel… XY et d'un seul coup je deviens lui. Je deviens elle ou je deviens lui. » Et ce moment magique où on commence à être quelqu'un d'autre, sans oublier qui on est, mais on commence à incarner quelqu'un d'autre, je trouve que c'est un moment extraordinaire. Et action, boum, d'un seul coup on raconte une vie, on raconte une histoire, on est quelqu'un d'autre. Ça c'est génial, quoi. Et on redevient enfant, enfin on joue comme les gosses qui jouent. Exactement, il y a ça aussi. Et je me souviens, je cite souvent cette phrase de Marcello Mastroianni qui a dit « Moi, je suis comme un enfant, je ne peux pas m'arrêter de jouer, je suis comme un enfant, parce qu'un enfant ne peut pas se lasser de jouer. » Alors,
Et après Jacques Brel, celui qui l'avait surnommé, en se moquant un petit peu de lui, l'abbé Brel, Georges Brassens, dans les chansons de votre vie, dans les chansons de votre vie, Michel. Il l'a appelé l'abbé Brel. L'abbé Brel, il se moquait de lui. En fait, ils avaient le même directeur artistique qui était Jacques Canetti. Oui. Et donc voilà, au départ, il trouvait que les chansons de Brel étaient pleines de bons sentiments, quand on a que l'amour. C'est vrai que les premières chansons de Jacques Brel, on a tous le droit, enfin tous les artistes ont le droit de débuter, ont le droit de se trouver. Et c'est vrai que vous écoutez les toutes premières chansons de Brel, il fallait le talent de Canetti, il fallait le talent d'une Juliette Gréco pour chanter Le Diable, une chanson qui était... Il faut surtout du temps. C'est comme si vous écoutez mes premières chansons dont on a parlé tout à l'heure, il faut du temps pour se trouver aussi en tant qu'artiste. Et pour se rencontrer soi-même. Alors, de Brassens, nous célébrons cette année le 40e anniversaire de sa disparition et le centenaire de sa naissance. Oui. Vous avez choisi L'Orage. Pourquoi cette... Parce que chez Brassens, il y a tout. Mais il y a tout, et j'aurais pu choisir tout. Mais bon, oui, voilà. Celle-là aussi, je l'ai chantée dans l'hommage à la chanson française. J'adore cette chanson-là, j'aime la musique. J'ai toujours trouvé que Brassens, d'abord, ça swing, quoi. Ça swing, vraiment. Oui, et les gens qui disent que ce n'est pas... Non, mais les mélodies sont absolument à tomber par terre. C'est très compliqué. Swing. Et c'est très compliqué à jouer, en plus. Au niveau des accords. Et puis, il y a le groove, quoi. C'est ça. Il y a la pulsion rythmique dans sa façon de chanter. Mais... c'est logique. Moi, je dis ça aussi souvent dans ma masterclass que j'ai faite à l'Artist Academy, c'est que, en fait, lisez des poésies. Vous allez voir... la Marie-Jolée dans le cœur, même si vous, la mémoire et la mer, même si vous le dites sans le chanter, la Marie-Jolée dans le cœur qui me remonte comme un signe, vous entendez le groove. Du temps que j'étais écolier, Musset, je restais un soir à veiller dans notre salle solitaire, enfin, au coin de mon feu vint s'asseoir un pauvre enfant vêtu de noir. Vous entendez le groove. Dans la poésie, il y a du groove. Dans Aragon, qui a été chanté d'ailleurs par Léo Ferré souvent. Donc, et Jean Ferrat aussi, qui l'a mis en musique aussi. Donc ça, c'est très important. Et dans Brassens, effectivement, d'ailleurs... Maxime Le Forestier l'a beaucoup chanté, on peut adapter Brassens avec toutes les formes possibles, toutes les orchestrations possibles. Alors, en matière de chansons d'amour, L'Orage en est une. Vous avez plus souvent chanté, vous, Michel, les ruptures amoureuses un petit peu déchirantes. Je suis d'origine hongroise. C'est ça. C'est ça l'idée. Il y a le paquet de Kleenex qui arrive assez rapidement que l'amour béat. C'est la douleur qui vous fait écrire? Non. Non, c'est pas la douleur qui me fait écrire. Non, la douleur, c'est difficile à vivre. Non, mais dans des histoires de déchirure, j'y puise quelque chose. Voilà, je pense que j'ai certainement, c'est dans mes gènes d'avoir écouté... une encre un petit peu plus noire que... Non, c'est pas noir. Hein. C'est pas noir. Tu sais, le tzigane se réjouit en pleurant. J'ai souvent cité ce proverbe-là. Le Hongrois se réjouit en pleurant. Je pense que le tzigane se réjouit en pleurant. Et puis que pleurer raconte... Et le blues, c'est quoi? Vous voyez, donc, il y a... Encore une fois, ces musiques qui m'ont nourri, la musique tzigane hongroise, le blues, etc., Piaf, tout ça, c'est des déchirures. Mais ça veut pas. Mais c'est pas de la mélancolie, c'est pas de la tristesse, c'est pas de la douleur. C'est pas parce que vous racontez ou vous chantez une chanson qui peut paraître comme ça d'une déchirure ou d'une rupture, mais je la chante. Ça veut dire que je suis en vie, encore une fois. Vous voyez. C'est ça. C'est la vie qui continue. Et c'est la vie qui continue et qui peut-être justement me fait toucher quelque chose à l'intérieur de moi qui est fort et qui ne peut pas être touché par ça. Je peux le chanter, mais je ne suis pas... Je pense que si j'étais vraiment quelqu'un dans la douleur, ce que je suis... Moi, je pense qu'on est sur Terre pour vivre la joie, vous voyez. On est sur Terre pour être heureux. Et pour célébrer la vie. Et pour célébrer la vie et la ça, c'est très, très juif. Hein. Très, très juif. Pour célébrer les Chaim, pour célébrer la vie et l'amour. Les Chaim. Et rire. On se racontera des blagues tout à l'heure. Tout à l'heure, avec grand plaisir. Alors, vous avez souvent été repris. Je pense notamment à Je voulais te dire que je t'attends, qui a été repris, une chanson qui a été reprise outre-Atlantique par le groupe génial Manhattan Transfer. Vous avez aussi parfois prêté votre plume aux autres, mais pas tant que ça. Non, pas beaucoup. Françoise Hardy, musique soul. Oui, j'écoute de la musique soul, oui. C'est Jérôme, J'avais 12 ans. Oh oui, c'est vrai. Magnifique chanson. Qui lui allait pas forcément... Enfin, c'est très étonnant de l'entendre chanter ça, oui, oh là là, oui, c'est vrai, mince, vous avez raison. Et puis...
Tiens, il n'y a pas longtemps, je fais une interview et puis la personne me parle de ma chanson sur le dernier album, La Méouche de Rhône Endurance, de la maison de retraite. Et il me dit, la maison de retraite, vous savez, ça me fait penser à une chanson de Diane Dufresne qui s'appelle Je vieillis. Je dis, mais c'est moi qui l'ai écrit, Je vieillis. Mais ça, c'était drôle. C'était drôle. C'est correspondance. Voilà, il y a quelques chansons, Buter, effectivement, pour Diane Dufresne que j'adore, et puis pour Françoise Hardy. Mais c'est vrai, j'en ai pas écrit tant que ça. Oui. C'est un exercice parce que vous n'avez pas le temps parce que non, mais oui, peut-être, oui, ou que j'ai pas l'occasion. Hein. J'ai écrit des chansons pour Alain Goldstein, justement, qui a fait des albums en tant qu'interprète. J'ai écrit aussi pour Gabriel Yared. Magnifique album, le dernier album de Alain Goldstein. Ah, vous l'aimez? Ah, ça me fait plaisir. Magnifique album. Je lui dirai, ça va lui faire plaisir. Gabriel Yared, grand arrangeur, grand compositeur, et qui a fait un disque, un album en tant que chanteur. Pour lequel vous avez écrit. Oui, voilà. Mais c'est vrai que non, il y en a pas beaucoup. Michel, on poursuit notre promenade en chanson, et là, pour le coup, on va un petit peu pousser les murs. Oui. Vous avez choisi, Michel, le roi de la funk, Mr. James Brown, personnage en haut couleur, et son titre, Papa's Got a Brand New Bag. A brand new bag. A brand new bag. Oui, non, mais c'est ça. Papa's Got a Brand New Bag. Chanson sortie en 1965 et qui est clairement considérée comme fondatrice du genre musical je funk. Pense. C'est quoi votre lien affectif avec ce titre-là? Alors, avec ce titre, avec James Brown. Oui. Avec ce titre-là, parce qu'avec le King Set, vous savez, souvent, pour revenir à ça, il y a un malentendu à mon sujet, puisqu'on parle souvent du jazz, parce qu'il y a eu le succès de la chanson La Boîte de Jazz. Mais moi, c'est pas du tout le jazz qui m'a donné envie de faire de la musique. Hein. C'est vraiment le rock'n'roll, le blues, et donc le rhythm and blues. Et avec mon groupe, le King Set, où il y avait Alain Goldstein, d'ailleurs, les premières chansons que je chantais, la première fois que j'ai chanté une chanson, c'était avec le groupe Vigon et les Lemons. Je jouais du piano. Vigon voulait que je chante une chanson pour qu'il y ait une première partie avant lui, et j'avais choisi Uchi Kuchi Man de Muddy Waters and Blues. Et ensuite, quand il y a eu le groupe qu'on a créé avec Alain Goldstein, le King Set, je chantais du rhythm and blues. Donc Papa's Got a Brand New Bag. D'accord. Ah ouais, non, mais ça c'était très drôle. Et d'ailleurs, il y a une anecdote très drôle avec Papa's Got a Brand New Bag, parce que James Brown sur scène, je sais pas si vous le savez, mais certainement, il poussait des cris. Je sais. Comme ça, très fort. Et en interview, je fais toute peur de ça. Ça reste un de mes souvenirs les plus amusants. Je l'ai interviewé pendant un quart d'heure à quelques mois de son départ. Je n'ai jamais pu traduire ce qu'il racontait. Je l'ai envoyé à un ami aux États-Unis, et en fait, il était tellement chargé, le mec, qui racontait. Il nous a parlé de Dieu pendant un quart d'heure. Donc, j'ai baissé le truc sur France 2 dans Télématin. J'avais prévenu William Lémergie. J'ai baissé le son et j'ai fait une traduction extrêmement libre. C'est-à-dire que le mec était complètement halluciné. Il racontait n'importe quoi. Donc, et sur scène, c'était pas n'importe quoi. Donc, et un jour, je chantais donc Otis Redding, je chantais Sam Dave, je chantais James Brown. Et un jour, je chante, je me rappelle plus, au Grand Arbre, peut-être à Colombe, je me rappelle plus, je chante Papa's Got a Brand New Bag, et je pousse un cri sur scène, avec mon groupe, le King Set, à la James Brown. Et je m'évanouis. Je tombe par terre à cause du cri. Le cri m'a tué, quoi. À cause du cri, j'avais plus de respiration, je suis tombé. J'ai rouvert les yeux, je voyais mon copain Goldstein qui jouait de la guitare, qui se demandait. Et c'était comme si j'avais rêvé toute la nuit. Donc ça, c'était quand même un truc incroyable. Et ensuite, James Brown, moi, je l'ai vu pratiquement dans les premières fois, enfin, je ne sais pas si c'était les premières fois, mais les premières fois que j'ai vu James Brown à l'Olympia, c'était une claque terrible. On n'avait jamais vu ça. C'est animal. Non, mais c'était incroyable. Et même au niveau spectacle, au niveau des shows, au niveau des Famous Flames, les trois choristes, etc. Et j'ai parlé de ça un jour avec Eddie Mitchell, qui y était aussi. Et on a parlé tous les deux de ça. On s'est dit, tu te rappelles de ça? C'était incroyable, la claque qu'on a pris. Il me dit, tu te rappelles que personne n'applaudissait? Et c'était vrai. On n'applaudissait pas. Pourquoi? Tellement, mais parce qu'on était tellement scotchés. Les bras, les bras nous sont tombés, quoi. Tellement c'était incroyable. James Brown, non, mais il faut dire qu'il était balèze, quoi. Le grand écart, les arrêts, voyez les. Et le mec qui l'annonçait, il y avait un aboyeur. Non, mais c'était super fort. C'était très. On n'avait jamais, au niveau du show et de la chorégraphie, il dansait comme un dingue avec sa femme Youssouflé, et au niveau de la lumière,
qui s'arrêtait, d'un seul coup il s'arrêtait, brutalement la musique s'arrêtait. Enfin, c'était assez révolutionnaire. Nous, on n'avait jamais vu ça. Mais Michel, ce show a duré jusqu'à son enterrement. Décembre 2006, je crois qu'il décède un 25 décembre. Souvenez-vous, à l'Apollo Theater, toutes ces stars de la black music qui viennent, son cercueil est sur scène, et ils viennent chanter pour lui. Enfin, c'était absolument... Mais parce qu'il a révolutionné quelque chose. Mais je pense que ces musiciens ont joué un très grand rôle. La façon de jouer du bassiste, par exemple, a été très, très importante. Et puis lui, quoi, il a inspiré... Bon, il a certainement inspiré Michael Jackson. Bien évidemment, qui m'a piqué mes initiales, d'ailleurs. Mais enfin bon... Ça, vous voulez faire un petit procès ou pas? Mais non, j'adorais, hein. Franchement, c'était super. Et je pense qu'il l'a regardé aussi, mais ça, c'est normal. Hein. Michel, vous pensez à ce que vous allez laisser à la postérité? Oh non. C'est quelque chose qui vous parle pas du tout. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout, parce que vraiment, ce que je m'efforce de faire, c'est de vivre l'instant présent. Alors peut-être que de temps en temps, je pense aussi au futur, c'est-à-dire, tiens, l'année prochaine, il faut que j'enregistre telle période ce que je suis en train d'écrire. Mais ce que je vais laisser. Mais de savoir qu'il y a des gamins qui aujourd'hui embrassent cette carrière parce qu'ils sont venus vous voir sur scène ou parce qu'ils ont écouté vos disques, ça doit faire plaisir. Oui, mais ça fait plaisir. Mais si je et alors? C'est top quand même. Oui, mais c'est top. Oui, mais je veux dire, ça peut être relié à quoi, ça? À l'ego, à l'amour-propre, à l'orgueil. À une transmission aussi, tout simplement. Ah non, ça c'est autre chose. Tant mieux, si j'ai pu transmettre. Moi, je pense que le rôle des artistes, c'est... Vous voyez, le monde, il est à l'image de ce que nous sommes. Le monde, il est à l'image de notre niveau de conscience. Et j'ai toujours considéré que le rôle de l'artiste était... d'essayer, je dis essayer avec beaucoup de modestie, de faire un peu, d'élever ce niveau de conscience et de propager l'amour. Voilà, c'est tout. Ça, c'est humble comme histoire. Si j'ai réussi à faire ça... C'est déjà énorme. Oui, non, mais on le fait chacun avec sa petite... Vous voyez, on apporte une toute petite pierre. Donc, si j'ai pu le faire à travers des chansons et que ça fait ça sur les gens, vous savez, quand les gens ils me disent... ça, c'est des très beaux compliments. Quand les gens me disent, vous savez, j'ai traversé une période très difficile. Et grâce à votre chanson. Et votre chanson m'a fait tenir. Ça m'est arrivé, ça. Alors ça vous récompense Ça, c'est des vrais cadeaux de la vie, ça. C'est des vrais cadeaux de la vie, parce que ça, c'est des... Vous vous dites, ah mince, j'ai été utile. J'ai été utile. C'est très important dans la vie d'un homme, dans la vie d'un être humain, d'une femme, d'un homme, de se dire, j'ai fait quelque chose d'utile à la société dans laquelle je vis, grâce à laquelle je vis aussi. Et voilà. Ça, je trouve que c'est très valorisant, quoi. Voilà. C'est très... Enfin, je pense que c'est aussi, ça fait partie aussi de la mission de l'être humain d'être tourné vers les autres. Michel, nous arrivons à l'issue de ce voyage musical. C'est un vrai plaisir de converser avec vous. Je rappelle 2 dates importantes, 4 et 5 décembre au Palais des Sports. Vous êtes en tournée dans toute la France, mais 4 et 5 décembre, donc en grande formation, en formation groove. Oui. Il y a la formation Joël D'Angelo et vous, piano-voix, et puis il y a cette formation groove. On sera là le 4 et 5 décembre pour venir vous applaudir. Oui, il y aura quelques surprises. Ah bah écoutez, alors... Raison de plus pour venir. Michel, 1000 merci et à bientôt. Vous êtes ici chez vous. Merci, ça me fait plaisir. C'est ce que je sens d'ailleurs. Merci Michel. Merci.